Salut à toi, ami des lobbies. Sais-tu que la mode est ma grande passion? Les barons de la mode façonnent ton regard. Ils savent ce que tu aimeras demain. S'il y a plus de journalistes à la Fashion Week qu'à la COP24, c'est pas un hasard. Une nouvelle collection, c'est supérieurement important. Tu te rends pas compte? Pour un événement pareil, je serais prêt à couper des arbres centenaires. Avec Chanel, on est bien d'accord là-dessus. La tendance printemps-été 2019, transparence et plastique. Au Moyen-Âge, une tendance durait environ un siècle et demi. Aujourd'hui, les grandes maisons sortent une nouvelle collection tous les 2 mois. 2 mois? Mais c'est pas assez 2 mois. Moi, au bout de 2 semaines sans défiler, je suis perdu. Et pour le prêt-à-porter, c'est pareil. J'aime quand ça va vite. Vivre à 100 à l'heure. Vivre intense. Vivre fort. Vivre... J'aime acheter vite, jeter vite. Bref. La fast fashion. Depuis le début des années 2000, on achète 2 fois plus de vêtements. 50% de ces vêtements sont achetés en solde. Il ne faut surtout pas rater les soldes. Sais-tu que pendant le Black Friday, tu vas réaliser en moyenne 2% d'économie sur tous tes achats? Waouh! Et on ne fait pas qu'acheter 2 fois plus de vêtements, on les jette aussi 2 fois plus vite. 80% des textiles achetés en Occident finissent à la poubelle. En France, seulement 1/3 du textile est collecté et trié. Le reste, c'est poubelle! Il ne faut pas garder ces vêtements trop longtemps. Regarde, j'ai acheté cette veste l'année dernière. Ben, tu vois bien qu'elle est... Elle est plus vraiment... Je l'aime plus, voilà. J'en ai même honte. Et puis on fait 100 fois mieux aujourd'hui, je vais quand même pas la filer à Emmaüs ou je sais pas où. Tu te rends compte, les pauvres gens qui devraient porter ça, enfin! Et puis il faut faire marcher l'industrie. Sais-tu que les différentes pièces de ce jean ont parcouru jusqu'à 65 000 kilomètres? Il a nécessité 10 000 litres d'eau pour sa fabrication. Le textile, c'est une industrie dynamique, jeune, très jeune. C'est une industrie internationale. Chine, Bangladesh, Inde, Turquie, Chine, j'en passe. 70% des vêtements que l'on achète en France sont fabriqués en Asie du Sud-Est. En moyenne, on y travaille 6 jours sur 7, 12 heures par jour, parfois un peu plus quand c'est le coup de chauffe, mais jamais plus du double. Les conditions de travail sont optimales. Les bâtiments tout neufs, les travailleurs s'y sentent tellement bien qu'ils dorment souvent à l'usine, même les enfants. Faut les faire bosser, ces petits jeunes. Ils gagnent beaucoup d'argent grâce à nous. Environ 4% du prix du vêtement revient à l'usine de fabrication. Et pour le travailleur, c'est 0,6%. Pour un t-shirt à 29 €, le travailleur touchera 18 centimes, le petit vénard. Je vous laisse faire le calcul pour un t-shirt à 5 €. Mais ça doit pas coûter plus de 5 € un t-shirt. C'est très simple à faire, un t-shirt. Absolument! Pour fabriquer un t-shirt, il suffit de semer du coton, arroser d'eau, arroser de pesticides, arroser d'eau, arroser de pesticides. 1/4 des pesticides utilisés dans le monde est aspergé sur le coton. Récolter, peigner, tourner, tricoter, teinter, couper, coudre, labelliser, transporter, présenter. Alors, 5 €, c'est le prix. Mais c'est pas qu'une question de prix. Il y a quelque chose de magique dans un vêtement. Tu vois par exemple, ce costume en polyester, quand je vais le laver, de minuscules particules de plastique vont s'en échapper, passer au travers des stations d'épuration, voyager au fil de la rivière et rejoindre la mer. Quelque part, je me dis que là-bas, au large, mon costume ne mourra jamais. Mes petits conseils conso. 1. N'achète que des vêtements que tu n'aurais jamais osé porter il y a 6 mois. Comme ça, tu peux être sûr que tu n'oseras plus les porter dans 6 mois. 2. Ne regarde jamais l'origine du vêtement sur l'étiquette. 3. Ne donne jamais tes vêtements au ramassage textile ou à Emmaüs. Ils sont bizarres ces gens-là. 4. Ne choisis que des vêtements de très très faible qualité. Comme ça, ils seront impossibles à recycler. Mon ami, il n'y a pas 36 façons d'être heureux. Il faut acheter de belles choses. Et si tu ne sais pas quoi acheter, laisse la mode te guider. Elle est là pour ça. Tout ce qu'on veut, c'est ton bonheur. Amis des lobbies. Vous avez pour habitude d'acheter des vêtements
Alors, ce qui va suivre va sûrement vous intéresser. Vous le savez peut-être, mais la pollution liée à l'industrie de la mode a explosé ces dernières années. En cause, la surproduction, mais aussi la surconsommation. Je crois que j'ai un petit peu exagéré, non? Là, on a mes robes d'été, ça dégueule de monde. Vraiment, ça dégueule de monde, c'est mort. On est en hiver, là, je vais plus jamais vous mettre. Donc vous, c'est mort. Et là, c'est quoi déjà? Ah là, c'est mes maillots de bain, alors eux, je t'en parle même pas. Entre 2000 et 2014, la production mondiale de vêtements a été multipliée par 2. En à peine quelques années, la mode, et surtout la fast fashion, a imposé son rythme effréné et une vision. Si vous achetez un nouvel habit, cela vous rendra plus heureux, plus beau, plus stylé. Vous êtes magnifiques, les filles! Magnifiques! Résultat, on achète aujourd'hui 2 fois plus de vêtements qu'il y a 40 ans. Chaque année, les Français achètent 2,8 milliards de vêtements. Et ces vêtements proviennent bien souvent de la fast fashion, des marques qui produisent pour pas cher, à l'autre bout du monde, au détriment des droits humains, et ce, de manière intensive. Et si ces vêtements que l'on achète sont de moins en moins chers, puisque certains t-shirts coûtent aujourd'hui 3 €, ils ont en réalité un immense prix caché. Un prix que l'on nous demande surtout de ne pas regarder. Seulement, ça commence à se voir. Non seulement, l'industrie textile est responsable de 2 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, soit l'équivalent du secteur aérien, mais elle consomme aussi énormément d'eau. La mode pollue l'océan avec ses produits chimiques et ses microplastiques, puisqu'une grande majorité des vêtements sont jetés et terminent en partie sur les plages de pays comme le Ghana. Bref, vous l'aurez compris, si l'on veut garder une planète habitable, ça ne peut plus durer. La mode, comme les autres secteurs d'ailleurs, doit réduire ses émissions et son impact sur la biodiversité. Alors, comment transformer en profondeur le secteur de la mode? Quelles sont les alternatives possibles et comment opérer cette révolution? C'est à toutes ces questions que nous allons répondre avec mon invitée, Julia Faure. Julia Faure, bonjour. Bonjour, Merci d'être venue sur le plateau de Blast. merci de m'inviter. Alors, vous êtes un des visages du combat pour une mode plus responsable. Vous êtes la cofondatrice d'une marque éthique et vous êtes aussi membre du collectif En Mode Climat, qui est un mouvement d'entreprises du secteur qui veut réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre de la mode. Pour vous, quelles sont les pratiques aujourd'hui, justement, que devraient suivre la plupart des marques et que suivent ces marques responsables qui existent de plus en plus, et notamment en France, qui fabriquent localement ou en Europe et qui essaient d'avoir un impact vraiment le plus réduit possible sur l'environnement? En fait, pour comprendre qu'est-ce que c'est les pratiques vertueuses, ou en tout cas qui ne seraient pas aussi néfastes, il faut bien regarder qu'est-ce que c'est les pratiques délétères dans notre secteur. Et dans notre secteur, c'est les pratiques délétères, c'est exactement le modèle de la fast fashion. La fast fashion, elle s'appuie sur 2 piliers. Le premier, c'est les bas prix. On achète beaucoup plus de vêtements, et c'est ça le problème en France. Oui. On achète globalement 2 fois plus de vêtements que dans les années 80. On achète 2 fois plus de vêtements, on a doublé notre consommation de vêtements parce que c'est pas cher. Parce que vraiment, le prix des vêtements a baissé drastiquement. Et le prix des vêtements a baissé drastiquement parce qu'on a délocalisé notre industrie, qui avant était en France, vers des pays moins disants socialement et écologiquement. Et le paradoxe, c'est que cette délocalisation, elle a eu lieu dans les années 90, et pourtant, le salaire des personnes qui produisent dans ces pays-là ne s'est pas amélioré. Il y a une ONG qui a montré que le salaire minimum au Bangladesh, c'est-à-dire globalement le salaire auquel sont payées toutes les ouvrières du textile, le salaire minimum représente 20% du salaire vital. Or, le salaire vital... C'est 0,32 centimes de dollars par jour. Moi, j'avais vu quelque chose comme par heure, je crois. Enfin, un chiffre complètement fou comme ça. Alors, je n'ai pas les chiffres à ces chiffres, mais vous les avez, bravo. Mais ce que je veux dire, c'est oui, c'est ça, 0,32 centimes de dollars de l'heure. Voilà. Et donc, on peut se dire, est-ce qu'on vit bien au Bangladesh avec, par mois, ça fait $100? Eh bien non, on ne vit pas bien. Ce que disent les ONG, c'est qu'il faudrait 5 fois ça pour avoir vraiment le minimum du minimum, c'est-à-dire se mettre un toit sous la tête, manger correctement, mettre ses enfants à l'école. Et donc, aujourd'hui, l'industrie textile va produire dans des pays où le salaire minimum ne permet pas de vivre dignement. Et c'est ça, en fait, qui est l'essence de ce système. Donc ça leur permet de produire des vêtements qui sont pas chers. Donc ça, c'est le premier pilier de la fast fashion. Produire dans des pays moins disants socialement et écologiquement. Donc en juillet 2021, vous avez signé avec 150 autres entreprises textiles une tribune dans Le Monde intitulée « Nous, marques textiles, demandons à être régulées ». Et avec En Mode Climat, vous faites partie de plus de 500 entreprises qui portent un plaidoyer pour une mode durable depuis. Vous avez annoncé 3 objectifs, donc réduire le volume de vêtements neufs, relocaliser l'industrie, réparer et réemployer. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous proposez exactement et en quoi, entre guillemets, c'est réaliste d'un point de vue législatif? Ouais.
Non, mais parce que parfois, on peut aussi reprocher aux ONG d'avoir des plaidoyers qui ne soient pas réalistes ou que ce soit un peu des vœux pieux. Voilà. Alors, moi, je tiens à préciser déjà qu'on n'est pas du tout une ONG, on est vraiment un collectif de patrons. Enfin, on est des chefs d'entreprise, on est des marques, et ce qu'on demande, c'est parce que la situation est extraordinaire. C'est parce qu'on est dans une telle urgence écologique qu'on demande des mesures qui nous empêchent, nous, de faire... qui nous forcent, nous. Et ce qu'on demande indirectement, ce qu'on dit, c'est on est d'accord pour faire moins d'argent, pour faire moins de croissance, pour faire moins de profit, à condition que les mêmes règles s'appliquent à tout le monde. Et si c'est ça qu'il faut faire pour faire notre part dans la lutte contre le changement climatique, c'est ça qu'on fait. On n'est pas du tout des ONG qui demandons de l'extérieur. Nous sommes les propres acteurs de notre industrie qui demandons des régulations. Et je pense que notre avantage en termes de propositions réglementaires à cet endroit-là, c'est que on va demander effectivement des réglementations qui sont réalistes, puisque c'est nous qui allons les subir au quotidien. On demande des choses qui s'appliquent à nous-mêmes. Et globalement, ce qu'on demande, c'est des choses qui rendent obsolète le modèle de la fast fashion. Alors, vous disiez tout à l'heure, oui, les entreprises, elles vont pas elles-mêmes décider de réduire leur impact. En fait, on pourrait, si ça avait un impact global. Sauf que moi, à chaque fois que je relocalise ma production et que d'autres ne font pas du tout cet effort, je laisse à d'autres l'avantage compétitif. Si je décide par contre d'aller délocaliser ma production au Bangladesh, je vais payer je vais diviser par 5 mes coûts de production et donc augmenter d'autant ma marge. Donc, en fait, c'est ce que certaines personnes appellent la primo-vis aujourd'hui. C'est exactement ça. Il y a une primo-vis, un avantage compétitif à mal faire. Dans le textile, c'est évident. Plus vous produisez dans des pays qui payent moins les gens, plus vous produisez dans des pays où les lois protègent mal l'environnement. Si vous voulez produire dans un pays qui rejette directement les déchets toxiques de la teinture dans la nature, ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous voulez aller faire votre teinture dans les Vosges. Parce que nous, on a des lois et des punitions qui vont derrière, alors que là-bas, il ne se passe rien. Donc, cet avantage compétitif à mal faire, cette primo-vis, elle rend impossible toute bonne volonté des entreprises. Et c'est pour ça qu'on demande des régulations qui s'appliquent à tous. Parce que là, aujourd'hui, faire bien nous pénalise. Faire bien, ça fait une concurrence déloyale. Et ça fait que, dans ce système-là, les entreprises les plus délétères, les plus destructrices sont en train de passer au rouleau compresseur les entreprises les plus vertueuses. Et c'est comme ça que, en ayant le modèle de la fast fashion qui se déploie autant, on a perdu notre industrie textile. On a 300 000 emplois qui ont disparu, mais simplement parce que... En France, dans l'industrie, simplement parce qu'on met en compétition des ouvriers en France, des ouvrières qui sont payées plutôt autour de 1 400 € face à des gens qui sont payés $100 à l'autre bout du monde. C'est horrible comme compétence, comme concurrence déloyale. Nous, ce qu'on veut, c'est des choses qui pénalisent le modèle de la fast fashion. Donc pour ça, comment on fait, par exemple, pour limiter cette concurrence déloyale ? Nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait un indice de réparabilité. C'est-à-dire que si, par exemple, imaginons que votre t-shirt, il coûte 5 € à réparer. Si le prix du t-shirt neuf est inférieur à 2 fois le prix de la réparation, ce produit-là, il doit être pénalisé. Il doit être pénalisé avec une mauvaise note à l'affichage environnemental. Il doit être pénalisé avec une plus forte participation de l'écotaxe. Mais en tout cas, c'est une manière de dire on va favoriser les vêtements qui vont être réparés.